Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour! On est Finalement, nous enfin sommes là. comme quoi pour la première fois depuis le début de Confinta Science, on expérimente les problèmes techniques qu'on a résolus. On ne sait pas trop comment d'ailleurs, mais bon, on en débriefera après pour tout essayer de comprendre et analyser. En tout cas, bienvenue et merci de nous avoir attendus. Vous êtes sur Confinta Science. Je suis Clémentine et ma collègue c'est Pania. On va faire aujourd'hui une animation sur les transferts de chaleur, la conductivité thermique. Vous allez en savoir plus dans quelques minutes. On aura la chance d'avoir à la fin de cette animation, pour la dernière partie, Daniel Bessins, qui est chercheur au PMMH, un laboratoire de l'ESPCI Paris. Donc, on va apprendre plein de choses sur les transferts de chaleur. Donc, restez avec nous, scientifiques de l'ESPCI Paris. Voilà, donc avec nos collègues médiateurs, on propose des animations 3 fois par semaine pour vous, pour que chacun puisse continuer à faire des sciences depuis chez soi pendant cette période de confinement. Euh, pour communiquer avec nous, c'est tout simple. Si vous avez un compte Twitch, vous pouvez répondre dans le chat et nous dire bonjour. D'ailleurs, bonjour à tous et à toutes dans le chat, c'est super. Merci à vous. Et ensuite, si vous n'avez pas de compte Twitch, vous pouvez quand même communiquer avec nous via l'adresse mail confintascience@gmail.com. Donc n'hésitez pas à envoyer des mails parce que nous ne sommes pas que toutes les deux, Pania et moi, ça c'est ce que vous voyez. Mais en fait derrière il y a Arnaud, derrière la technique il y a Arnaud avec qui on vient de vivre un gros coup de stress, qui gère tout ça d'une main de maître. Et dans les commentaires, dans les chats et derrière l'adresse mail, il y a Paul et Maxime qui vous répondent et vous aident si vous avez besoin. Pour le chat, c'est tout simple, on essaie de rester courtois, cordial et surtout de ne pas essayer de rester limité à ce que nous, on pourrait avoir envie de lire parce que comme ça va très vite, parfois on a un petit peu du mal. Alors posez-nous toutes vos questions, réagissez, il n'y a pas de souci. On sera super content de vous lire. Est-ce que j'oublie quelque chose, Pania? Non, je pense que c'est tout bon. Donc, C'est tout bon. on peut commencer. Ouais. Je te Alors, laisse y aller. ça marche. Merci Clémentine. Et comme Clémentine a expliqué, aujourd'hui, on va parler de chaleur et le transfert de chaleur, le transfert thermique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué en hiver, si vous marchez sur le carrelage de la salle de bain et puis marchez sur la moquette de la. Moi, je suis d'accord avec toi, ça c'est sûr. Oui, tu es d'accord avec moi et on a exactement la même sensation. Si on touche, par exemple, une fourchette en métal et un bout de bois, on a l'impression que la fourchette, elle est plus froide que le bout de bois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la D'après le, température de la fourchette est moins que la température du bois? Alors juste, apparemment, on a beaucoup de réponses oui pour la première affirmation, c'est-à-dire que quand on marche sur le carrelage froid l'hiver, on a l'impression qu'il est plus froid que la moquette. Et alors, pour la température, la question de la température, on a Ludo Laurin qui nous dit que non, c'est la même température. Ah, Clem 80369 qui nous dit oui, c'est pas les mêmes températures. Alors, on nous dit aussi que ça dépend. Ou alors Ça, non. En fait, il n'y a pas de consensus dans les commentaires là. J'ai l'impression que oui. tout le monde n'est pas Du vraiment coup, d'accord. malheureusement, nous n'avons pas un thermomètre très très précis pour mesurer la température des deux objets que, par exemple, j'ai dans les mains ou les objets qui sont autour de vous. Mais on peut partir sur un principe principal de, de transfert de chaleur. Arnaud, est-ce que tu peux nous montrer la première image de transfert de chaleur, s'il te plaît? Alors, du coup, non, c'est pas, ça c'est la conduction. Le sens de transfert de chaleur. Un petit erreur. Alors, c'est cette image que j'ai cherchée. Merci Arnaud. Et du coup, quand on a deux objets avec deux températures différentes, c'est-à-dire si on a un objet chaud et un objet froid, on a un principe que la température, en fait, la chaleur se déplace toujours de l'objet plus chaud vers l'objet plus froid. Ça, c'est Alors, le principe.
principal. Je vais te couper une petite seconde, Pania, parce que Delsera nous dit que pour moi, Justement, la température de thé est beaucoup plus élevée que la température de l'air qui est autour et la chaleur, elle sort du thé vers l'air et c'est pour ça que le thé il refroidit. Et inversement, pour la glace, quand la glace fond, comme la température de la glace est plus basse que la température de l'air, eh ben, elle absorbe la chaleur de l'air et ça commence à fondre. Donc, il faut qu'on sache que la température, la chaleur, ça se déplace. La flèche, ça montre transfert thermique. Désolée, c'est un flèche à gauche, elle part de la tasse de thé et elle se dirige vers l'air, parce que la tasse de thé est plus chaude, et à droite, elles partent de l'air et elles vont vers la glace, puisque l'air est plus chaud généralement que la glace en été. Et on revient sur notre première discussion que pourquoi quand on touche quelque chose de métallique, il nous semble plus froid que quelque chose en bois, par exemple. Ou si je touche mes clés, j'ai l'impression que mes clés, ils sont plus froides que, par exemple, un livre. Et comme certains l'ont dit dans les commentaires, d'ailleurs, il n'y a aucune raison pour que les deux objets aient des températures différentes. Et vous avez complètement raison. Les deux objets que Pania a dans sa main, ils sont à la même température. C'est juste notre perception, l'impression qu'on a quand on les touche, qui est différente. Et on va essayer de comprendre un petit peu plus pourquoi. Avec une première expérience? Avec une première expérience. Du coup, si vous avez un dessus de plat en liège, comme Clémentine et moi, ou alors une planche en bois, une planche à découper. Je vous invite de les prendre avec un objet métallique un peu plat. Moi, j'ai trouvé cette cuillère, cette grosse cuillère bien plat. Et si moi, vous avez moi, quelque chose pareil ou si vous avez des casseroles un peu plats. J'ai une crêpière chez moi, par exemple, vous voyez. Et ensuite, il vous faudra l'ingrédient principal qu'on vous a demandé de préparer, c'est des glaçons. Il vous faut 2 glaçons pour cette première expérience. Alors, du coup, on va commencer. On va prendre nos objets. Et sur chaque objet, on va mettre un glaçon. Moi, j'ai coloré mes glaçons en bleu, mais vous n'étiez pas obligé pour cette partie-là. D'accord? Du coup, je prends mes glaçons bleus, je mets sur ma grosse cuillère et je mets une autre sur dessus le plat. Est-ce que ça se voit Chez bien? vous pouvez faire pareil. Alors, l'idée, c'est de vraiment avoir 2 surfaces différentes pour poser vos glaçons. Une plutôt en métal quand même, parce qu'on veut vous faire comprendre le phénomène. Donc, une plutôt en métal, d'accord? Que ce soit une cuillère en métal, une casserole, ou alors une plaque métallique. Voilà, comme ça, et l'autre, un objet plutôt en bois ou en liège, je sais pas comment je peux le montrer. Complètement différent. Donc un objet en métal, un objet métal et un objet pas métallique. Et ensuite, vous pouvez poser sur chacun de ces 2 objets un glaçon et observer ce qui se passe. Normalement, la différence, enfin, on devrait observer des choses très rapidement. Est-ce que vous observez des choses différentes? Monte un petit peu plus, Tania, et stop. Voilà. Tu ne bouges plus. Alors, on voit un petit peu chez Pania déjà le phénomène. Est-ce que chez vous, vous arrivez à voir des choses après avoir posé les glaçons sur les 2 surfaces différentes? Ah, bah Marco Polo, si vos glaçons n'ont pas gelé, je suis désolée, mais malheureusement, comme c'est une expérience avec de la glace, c'est un petit peu embêtant si on n'est pas de glace. Alors, Desmorets nous dit que ça fond plus vite sur le métal. Oui, apparemment, donc oui, ça fond plus vite sur le métal. Est-ce qu'il y en a d'autres qui, chez eux, ont à peu près le même résultat? Alors, du coup, je pose mes objets et on peut comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe. Alors, en fait, ça colle sur le métal, que c'est différent sur le métal. Ouais. chaleur.
Si on touche la table, la chaise, les livres, les clés, tout ce qui est autour de nous, normalement, ils sont exactement à la même température parce qu'on a un équilibre thermique. Par contre, on voit très bien dans cette expérience que si on prend deux objets de deux températures différentes, c'est-à-dire les glaçons qui sont beaucoup plus froides que les objets qui sont autour de nous, c'est-à-dire pour moi, le dessous de plat et la grosse cuillère, et ben, la grosse cuillère et le truc en liège, et ben, ils sont plus chauds que les glaçons. Donc, la chaleur, ça se transfère depuis des objets-là vers les glaçons. C'est pour ça que les glaçons fondent. Mais on voit quand même un phénomène quand même bizarre, qu'ils ne font pas pareil. Et alors, ils ne font pas pareil. On a une hypothèse, et d'ailleurs, je vous invite à mettre vos hypothèses. On a J'aime les sciences qui nous dit c'est parce que le métal conduit mieux la chaleur, non? Tout à fait. En fait, toute histoire, c'est par rapport à la conduction thermique. En fait, toutes les matières, ils ne conduisent pas la chaleur de la même manière. Il y a des matières qui conduisent mieux et plus rapidement la chaleur. Est-ce que vous êtes d'accord? Conductivité thermique. Vous êtes d'accord avec ça? Que les glaçons qui sont sur le métal fondent plus vite? Et l'hypothèse, c'est que, en fait, ça voudrait dire que la raison, c'est parce que la casserole ou le métal conduit beaucoup mieux la chaleur. Et l'inverse aussi, ça marche. C'est-à-dire, de la même manière qu'il absorbe mieux la chaleur, il donne la chaleur plus rapidement. C'est-à-dire, restitue la chaleur plus rapidement aussi. Du coup, ça marche dans les deux sens. On peut gagner la chaleur et on peut perdre la chaleur plus rapidement si on a une conductivité thermique plus grande. Et en fait, à quoi ça sert tout ça? Peut-être que vous avez déjà cette expérience que si vous faites la cuisine dans les casseroles, comme ça, moi j'ai une casserole pour vous montrer, et quand c'est très chaud, vous risquez pas trop toucher la casserole qui est toute chaude, parce que voilà, par l'expérience, on sait que peut-être qu'on peut se brûler. Par contre, la matière qui est à l'intérieur de casserole, imaginez les pâtes ou un gâteau, j'en sais rien, ça, normalement, ça conduit moins la chaleur. On va en parler plus avec l'expérience de Clémentine. Peut-être Clémentine, tu as plus de choses pour nous montrer. Alors, il y en a qui ont posé la question de s'il y avait besoin de plus de matériel que des glaçons pour l'expérience d'après. Alors oui. En fait, on vous propose, on a testé avec deux types de matériaux différents, un truc en métal et un truc en bois ou un truc en liège, de voir qu'entre les deux, il y a une différence de conduction thermique. D'accord. Et bien, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de prendre des matériaux du quotidien, des objets qu'on utilise tous les jours, dans notre cuisine, dans notre maison, des habits. Moi, j'ai pris une chaussette, par exemple. Ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez sous la main et d'essayer, entre toutes les matières que vous aurez récupérées, de créer votre échelle de conductivité thermique. C'est-à-dire de comprendre avec les objets de votre quotidien que vous utilisez tous les jours, lesquels conduisent mieux la chaleur et lesquels, au contraire, sont les plus isolants. Alors, je pense que vous avez en tête que, par exemple, ma casserole en métal, elle va conduire mieux la chaleur que la chaussette. Je pense que ça, vous l'avez en tête. Mais par exemple, entre mon bonnet et ma chaussette, c'est un peu plus compliqué. Alors, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement, avec ces différentes matières, de poser un glaçon sur chacune de ces matières et ensuite d'observer régulièrement lesquels fondent les plus vite et lesquels fondent les moins vite des glaçons. Moi, je vais courir dans mon congélateur pour aller chercher rapidement mon bac à glaçons et faire la manip devant vous. Si chez vous, vous avez des glaçons, alors c'est le moment de prendre avec vos gants. C'est important d'avoir des gants parce que du coup, ça permet que vos mains elles ne fassent pas fondre les glaçons, mais d'avoir vraiment une couche isolante entre vos mains et vos glaçons. De les poser sur chaque récipient et ensuite de prendre un petit temps pour pouvoir attendre de voir ce qui se passe et essayer de comparer entre elles les matières. Je reviens dans 2 minutes et je vous présenterai ensuite, moi, tout ce que j'ai rassemblé comme matière.
Alors, et pour continuer, ce serait bien si on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe quand les deux objets qui n'ont pas la température sont en contact. Arnaud, est-ce que tu peux nous montrer l'image? Mercredi, on a vu ensemble avec Paul et Maxime que quand la température d'un objet est plus élevée, les molécules et les atomes, ils s'agitent beaucoup plus rapidement que quand un objet a une température plus basse. C'est-à-dire, plus la température est élevée, plus les molécules et les atomes bougent plus vite. Donc, si on met en contact deux objets qui n'ont pas la même température, par exemple, cette cuillère et un glaçon, qu'est-ce qui se passe? La chaleur qui est puisque la température de la cuillère est très élevée par rapport à la température de glaçon, on est d'accord? Et la chaleur, ça se transfère, ça se déplace depuis la grosse cuillère vers les glaçons. C'est pour ça que les glaçons fondent. Alors, et là, ensemble avec Clémentine, on voit comment les glaçons fondent sur les matières différentes. Est-ce que tu as fini? Je vais vous présenter, Clémentine. Je vais vous présenter. Alors, pour vous présenter, donc là, j'ai juste là ma planche à découper, donc de la cuisine, donc qui est en bois, voilà. Donc je la remets dans le coin et donc on voit le glaçon que j'ai posé là, c'est celui qu'on va pouvoir regarder. Juste là, c'est une petite plaque de four, elle est en métal, alors je ne sais pas trop ce que c'est comme métal, c'est un alliage, je pense, mais en tout cas, c'est clairement du métal. Sans doute qu'il y a de l'aluminium dedans parce que c'est très léger, mais je ne sais pas trop ce qu'il y a de plus. En tout cas, je sais que c'est un métal. Là, j'ai ma casserole et je ne sais pas si vous voyez déjà sur la crêpière, mais alors, on fond à une ultra grande vitesse. Ensuite, j'ai une petite assiette en céramique que j'ai récupérée dans mes petites assiettes, tout simplement. Donc, c'est de la céramique. Je pense pas que ce soit de la porcelaine. Voilà. Et Clémentine, je prends la note, d'accord? Comme ça, tu peux me dire par l'ordre. Du coup, alors, tu m'as dit la casserole, c'est au premier à mieux conduire la chaleur. Du coup, avec la conductivité thermique plus élevée. Alors ici, là, ensuite, je continue avec mon bonnet qui est en laine, qui a été tricoté par ma tati. Donc, il est en laine pure. Tchac, juste là. Là, j'ai ma chaussette, donc sur laquelle j'ai posé un glaçon. Et ici, que vous ne voyez pas du tout à l'écran, ma chaussette, je pense qu'elle est en coton ou coton synthétique. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de coton dans cette chaussette. Et là, ça, c'est tout simplement un plat qui va au four, mais qui est en verre de la marque Pyrex. Vous voyez? Donc, j'ai posé un glaçon. Ce qui était important, c'était que les glaçons ils soient à peu près de la même taille. Comme ça, on peut un petit peu comparer parce que sinon, ce n'est pas vraiment comparable. Alors, du coup, ce qu'on va essayer de faire maintenant, à chaque fois, il y a plusieurs... À votre avis, quelles sont les techniques pour comparer entre eux des glaçons, pour voir quels glaçons font plus vite? Est-ce que vous avez une idée de technique qu'on pourrait utiliser pour comparer? Parce qu'il y en a, c'est très flagrant. Par exemple, ce glaçon qui est sur ma casserole, il a fondu, mais super vite. Si je le prends à la main, vous voyez qu'il est devenu mais vraiment tout petit. Comparé, par exemple, au glaçon que j'avais posé sur mon dessous de plat en liège. Alors, si je me mets comme ça, vous les voyez. Alors, plutôt comme ça. Donc, voilà, la façon, elle est complètement différente. Mais par contre, il y en a où c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce que vous avez une idée pour comparer la taille des glaçons? Alors, je suis désolée pour Nafissa dont les glaçons n'ont pas pris. Oui, l'expérience est complètement facile à faire. Chez vous, il suffit d'avoir des glaçons et de pouvoir les... Aucune technique pour comparer? Minetazar, il y a quand même des techniques pour comparer qu'on peut utiliser pour comparer. Alors oui, le plat en Pyrex fond plus vite que sur le coton. Et comment vous avez fait pour déterminer ça? Comment vous avez fait pour
déterminer si le plat en pyrex était plus conducteur. En utilisant une règle, alors c'est une bonne idée d'utiliser une règle, Frédéric Mamet. Comment ça? En mesurant la taille des glaçons, par exemple, on peut mesurer le volume d'eau. Alors, le volume d'eau qui a fondu, du coup. C'est ça? Pour Collectif Conscience, j'imagine que c'est mesurer le volume d'eau. Alors, le problème de mesurer le volume d'eau, c'est une super bonne idée. Parce que si on mesure le volume d'eau qui a coulé, effectivement, on peut voir au même temps, il faudrait prendre les glaçons au même moment des deux surfaces et récupérer l'eau qui a coulé et ensuite comparer. Et donc, on pourrait voir entre deux glaçons en même temps lequel a plus coulé. Mais pour des matières comme la laine ou le coton qui absorbe l'eau, c'est un peu plus compliqué. On peut mesurer le poids du glaçon qui reste. Ça, c'est super, c'est une bonne idée. On prend deux glaçons de la même surface, de différentes surfaces au même moment, et on mesure le poids. Super bonne idée pour pouvoir mesurer. Un thermomètre. Alors, Marco Polo, je veux bien que tu m'expliques. À peu près à la même température. Et on a déjà dit tout à l'heure que les surfaces, à la base, elles étaient à la même température. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer que mesurer les températures des récipients, s'ils conduisent bien la chaleur, ils devraient avoir refroidi. Moi, je voulais vous poser une technique que je trouve la plus simple. C'est complètement empirique. Par contre, on ne va pas du tout pouvoir mesurer. De prendre dans les mains deux glaçons de deux surfaces et d'essayer de comparer lequel est le plus petit en les mettant l'un à côté de l'autre. Et normalement, puisqu'ils ont à peu près la même forme et la même taille, vous devez voir de manière assez flagrante, entre deux surfaces différentes, lequel est plus petit et lequel est moins petit. Donc là, si je vous montre à l'écran mes deux glaçons, vous voyez qu'il y en a un, on voit de manière assez flagrante qu'il est plus petit, c'est celui que je tiens dans la main droite. Non, du coup, c'est celui que je tiens dans la main gauche parce que je regarde l'écran. Et du coup, celui que je tiens dans la main gauche, c'est celui que j'ai pris dans mon bac en Pyrex. Et l'autre, je l'avais pris dans ma plaque de four. Donc, au même moment, je peux remarquer que mon bac en Pyrex, en verre, il a fondu plus vite que ma plaque de four en métal. Donc, ça me permet de dire on va juste écrire plaque de four. J'ai bien noté Clémentine, plaque de four. Du coup, jusque-là, on a la casserole qui est en métal, qui est la plus conduite. En fait, d'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'y a déjà plus du tout de glaçons dans la casserole. Elle a complètement. Voilà, même dans un petit temps comme ça. Et puis après, j'ai la céramique, si je ne me trompe pas. Et après, la pyrex. Et puis, plaque de four. Alors oui, ma céramique, si on la regarde et puis si on compare au pyrex, effectivement, ce que je dis, si je regarde complètement... Non, Pania, c'est le contraire. Hein. Si je compare bien les tailles de mes glaçons, le glaçon qui vient du pyrex a plus fondu que le glaçon qui vient de la céramique. D'accord. Toujours même flèche l'inverse. Et par contre, du coup, si on compare la plaque en métal et la céramique, j'ai l'impression que la céramique a fondu plus vite que ma plaque en métal. Vous voyez, chez vous, vous pouvez... Le moyen, envoyez une photo aussi. Prenez une photo de la scène de votre expérience et envoyez-nous la photo avec votre résultat. Comme ça, on peut comparer nos matières ensemble. Alors, on a J'aime l'essence qui nous dit que sur la chaussette, ça n'a même pas commencé à fondre. En fait, pour le savoir vraiment si ça n'a pas commencé à fondre, comme c'est compliqué de voir l'eau qui a coulé d'une chaussette, il suffit de déplacer un peu la chaussette et de toucher la chaussette dessous. Si c'est mouillé, c'est que quand même le glaçon, il a un petit peu commencé à fondre.
Mais par contre, bah, effectivement, c'est pas très flagrant. Et si on compare la laine et la chaussette, voilà. C'est là où je ne sais pas si on va réussir à avoir quelque chose. La laine et la chaussette, bah, j'ai l'impression que c'est un peu identique pour le moment. En regardant chez moi, je vois vraiment pas de différence. Et ça fait à peu près 10 minutes qu'on les a posées. Ça montre que et la laine et la chaussette qui est à peu près en coton, c'est quand même des bons isolants thermiques. Alors, Delsera qui nous dit, chez nous, c'est d'abord le métal, puis le verre, puis la céramique. D'accord. Marco Polo qui va essayer sur une polaire. Eh ben, super. Alors, voilà. Super. Ben, vous voyez que Pagna, elle a écrit chez elle l'échelle de conduction thermique. Ce qu'on vous invite à faire, c'est comme d'autres personnes avant, voilà, d'écrire chez vous les conductions thermiques que vous trouvez. Et pendant qu'on continue un peu à faire l'expérience et que vous continuez à observer, j'aimerais vous poser une question. On a découvert un principe physique. Ça, c'est un principe physique, effectivement, que la température, elle se déplace du plus chaud, des objets les plus chauds vers les objets les plus froids, grâce à la conduction thermique, qu'il y a différentes conductions thermiques, que chaque matériau n'a pas la même conduction thermique. D'ailleurs, si vous faites un test, vous enlevez vos gants et vous essayez maintenant de toucher les objets qui ont des conductions thermiques très différentes. Si vous essayez de toucher, pas là où il y a le glaçon, mais assez loin de là où il y a le glaçon, votre casserole maintenant, comme elle a une très bonne conduction thermique, elle devrait être beaucoup plus froide que la laine. Si j'essaye de toucher mon bonnet complètement à l'opposé du glaçon, bah, la froideur du glaçon ne s'est pas du tout transférée, n'a pas du tout atteint le côté opposé de la laine, alors que sur ma casserole, bah, quand je touche ma casserole, le glaçon, le froid s'est complètement transféré dans toute la casserole, grâce à cette conductivité thermique. Donc ça, c'est une expérience qu'on peut faire. Un exemple de bonne conductivité thermique, c'est comme tout à l'heure, on l'a dit, si rien qu'avec vos doigts, vous touchez deux objets qui sont dans la même pièce, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient à des températures différentes, et que vous en avez l'impression que l'un est plus froid que l'autre, ou alors en été, quand il fait très très chaud, que l'un est plus chaud que l'autre, celui qui est le plus froid ou celui qui est le plus chaud, en fonction de la saison, bah, c'est celui qui a la meilleure conduction thermique. Ça, c'est une expérience toute simple qu'on peut faire chez soi. Et du coup, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, c'est un principe qu'on a utilisé, non, dans la vie quotidienne. Est-ce que vous voyez des exemples d'utilisation de cette différence de conduction thermique dans votre vie quotidienne? Et on a effectivement une réponse de Delsera. C'est pour ça que quand on met c'est pour ça qu'on met des chaussettes en laine, car c'est un bon isolant. Exactement. Les chaussettes en laine, bah, on les met parce que c'est un bon isolant thermique et donc ça fait que la chaleur qui est à l'intérieur de notre pied, elle ne s'échappe pas vers l'extérieur de notre pied. Elle reste à l'intérieur grâce à la laine. Est-ce que vous avez Et en fait, j'aimerais rajouter une toute petite chose. Et si il fait très très froid, ce serait bien de rajouter une autre couche de chaussettes. Ou si vous avez froid, il faut vous couvrir un peu plus avec des matières comme de laine. Parce que plus l'épaisseur d'un objet soit plus grand, la conduction thermique sera moins petite. Donc, exactement, on peut bien garder la température de notre cœur. On nous dit aussi que les casseroles sont en métal. Bah oui, complètement. L'intérêt d'utiliser du métal pour les casseroles, c'est que ça conduit très bien la chaleur et donc ça permet de chauffer de manière uniforme les aliments. Et par contre, on met un manche en plastique pour isoler. Le thermos est un très mauvais conducteur, exactement. Et en fait, même il y a une particularité dans un thermos. C'est que là, on l'a vu, que la chaleur se transmet par conduction quand les objets sont solides, voire liquides. D'accord? Donc, entre deux solides, il y a un thermos, il y a carrément une étape supplémentaire, c'est qu'il y a une couche de vide à l'intérieur du thermos. Et comme
la conduction thermique, elle se fait seulement quand il y a de la matière, quand il y a de la matière, même solide ou liquide. Et ben du coup, les molécules, il n'y a pas de molécules à agiter dans la couche de vide à l'intérieur du thermos, et donc c'est un super bon isolant. Alors, plus on a d'interface, plus ça isole. De manière... La surface de contact soit grande, plus la conduction thermique sera plus facile. Exactement. Alors ensuite, du coup, on a Mitsubashi, qui nous dit que dans l'ordre, ils ont la poêle, ensuite la casserole, ensuite le verre, la céramique, le carton, le torchon en coton, le bois et pour finir le plastique. Eh bien super, merci beaucoup. Pania, je te laisse, vas-y. Alors, moi, j'aimerais quand même préciser une utilité, une application très importante de mesurer la conductivité thermique des matériaux. C'est ce qu'on utilise tous les jours, en fait. C'est que quand on construit un bâtiment, on aimerait bien garder la chaleur pendant l'hiver et voilà, garder l'appartement ou la maison un peu plus frais pendant l'été. Donc, c'est un vrai travail des scientifiques pour mesurer la conductivité thermique des matériaux différents pour voir quelle matière est plus adaptée pour construire un bâtiment, par exemple. Donc, c'est ce qu'on vient de faire ensemble, une expérience juste vite fait, avec pas beaucoup de mesures très précises. Ça se fait avec des méthodes beaucoup plus précises chez les scientifiques pour mesurer exactement la conductivité thermique de chaque matière. Si vous êtes intéressé de savoir un peu plus et comparer mieux les matières différentes, n'hésitez pas de chercher sur Internet et trouver les chiffres de conductivité thermique. Là, avant de commencer la deuxième manip, en fait, j'aimerais quand même vous inviter à faire quelque chose de très, très rigolote. Prenez un glaçon, comme ça. Et si vous avez quelque chose comme une fourchette ou, j'en sais rien, un couteau, une cuillère, alors, prenez, par exemple, la fourchette dans ce sens-là et touchez le glaçon qui est juste là. Vous pouvez même essayer de faire comme ça. Et si vous me suivez et vous faites l'expérience avec moi, vous voyez que vous êtes en train de couper le glaçon, rien qu'avec la chaleur de votre main. C'est-à-dire la chaleur de notre main. Tu m'as dit c'était combien, Clémentine, la température de notre peau? La température de la peau, elle est à peu près entre 28, 29 et essayer de savoir si on a de la fièvre juste en posant un thermomètre sur notre peau parce que la peau, elle est au contact de l'air et du coup, généralement, sa température, c'est entre 27 et 32 degrés. Alors juste, on avait une remarque de Legui qui disait « Le vide ne conduit pas du tout la chaleur. Le seul moyen de dissiper de la chaleur dans le vide, c'est par rayonnement. » Exactement. Et c'est pour ça qu'un thermos, c'est un très bon moyen d'isoler votre eau chaude ou votre thé chaud. Et du coup, si vous avez fait l'expérience avec moi, vous voyez que vous avez réussi à couper le glaçon qu'avec la chaleur de votre main. C'est bien rigolo. Mais voilà, c'était une toute petite manip dans la parenthèse pour commencer notre manip. En fait, là, tout à l'heure, on a parlé de la conduction, c'est-à-dire le transfert de chaleur, de l'agitation thermique des molécules par molécule. C'est-à-dire quand deux objets de température différente sont en contact, et l'agitation thermique, ça se déplace entre les molécules. Mais ça, ce phénomène, c'est le phénomène principal et plus important dans les matières solides. Dans tout ce qui est fluide, si vous vous rappelez bien de la semaine dernière, c'est-à-dire tout ce qui est liquide et gaz, le phénomène plus important, c'est autre chose. C'est pour ça que je vous invite de prendre un verre de l'eau tiède, comme ça. Ce serait bien si ça soit transparent. C'est même essentiel. Je ne sais pas si c'est bien évident. Alors, et du coup, essayez de faire cette expérience avec moi, s'il vous plaît, parce que j'ai peur qu'on ne voit pas très bien dans la caméra. On va mettre un glaçon coloré, que j'ai coloré en bleu, dans l'eau. Alors, attends un petit peu, Pania. Juste,
Oui, bon, bah voilà, c'est parti. C'est parti. Essayons d'observer ce qu'on fait, ce qu'on voit chez Pania. Et sinon, chez vous, l'eau chaude du robinet dans votre verre, ça va très bien. Ça marche assez bien. Par contre, là, il faut vraiment un glaçon qui a de la couleur. Je sais qu'il y en a qui en ont fait des rouges, des bleus tout à l'heure. Donc, mettez vraiment votre glaçon coloré doucement dans le verre d'eau. Voilà. Et du coup, ensuite, on essaie d'observer ce qui se passe et ce qu'on voit avec la couleur. Pour répondre à la question de Zil Doudou tout à l'heure, si le bois est un bon conducteur, j'ai enlevé les glaçons de mon bois, mais par contre, de ma planche en bois, je l'ai posée là sur mon métal, mais je vais remettre mes gants pour... Non, je peux pas trop vous montrer, mais comparé à la céramique, par exemple, on voit vraiment que, là je pense pas que vous voyez très bien, mais le glaçon de la céramique a fondu beaucoup plus vite que le glaçon qui était sur le bois. En règle générale, le bois c'est plutôt un isolant thermique. C'est moins isolant que la laine par exemple, mais c'est quand même beaucoup plus isolant que le métal ou que le verre. Donc c'est plutôt pas très bon conducteur. Alors, on a des réponses sur ce que ça a fait. On nous dit que l'eau est bleue. D'accord. L'eau est bleue. L'eau, il devient bleu petit à petit parce que, justement, comme on a dit tout à l'heure, la température de l'eau est plus élevée par rapport à la température de glaçon. Donc, là, ici, on a un transfert de chaleur. Toujours depuis l'objet qui est plus chaud vers l'objet qui est moins chaud, qui est plus froid. Et là, ici, c'est-à-dire l'eau, elle est en train de perdre la chaleur et les glaçons, ils sont en train de gagner la chaleur. C'est pour ça que les glaçons fondent et l'eau, petit à petit, ça refroidit. Par contre, on voit quand même un phénomène très, très bizarre et assez joli. Je ne sais pas si vous avez remarqué, non. On a l'impression que l'eau colorée, oui, c'est pas très évident dans cette... J'espère que vous avez fait cette expérience avec moi. Chez eux, ils ne voient pas trop, apparemment. Il y a des gens qui disent que l'eau, qu'ils ne voient pas trop, ils ne voient pas grand-chose, que l'eau est bleue, mais c'est tout. Bon, voilà. Du coup, je vous explique alors. C'est dommage qu'on ne peut pas voir très bien. En fait, on voit que l'eau colorée, ça descend vers le bas. Mais pourquoi? En fait, ceux qui ont déjà fait cette expérience, on voit carrément les traits bleus de l'eau qui est en train de fondre de glaçons, qui descend vers le bas, au fond de verre, et petit à petit, ça se disperse, ça se mélange un peu avec l'eau d'autres parties et colore l'eau. C'est ce que Julien de 26100 nous dit. On voit des volutes colorées qui tombent au fond. Si vous n'avez pas eu le temps de le voir parce que vous ne saviez pas trop quoi regarder, n'hésitez pas à vider votre verre d'eau, le remplir d'eau chaude, et ensuite, si vous avez un glaçon de la même couleur, un autre glaçon coloré, à le remettre dans l'eau et bien regarder au tout début ce qui se passe avec l'eau qui fond, qui vient du glaçon. C'est dommage qu'on ne peut pas voir sur l'écran, mais moi, même quand même que mon eau elle est assez colorée, je vois quand même les traits bleus. Ah, je ne sais pas si vous regardez, si vous voyez, on le voit chez Pania. On voit chez Pania des petites volutes d'eau colorée qui partent du glaçon et qui tombent au fond. Voilà, Pania va s'arrêter de bouger maintenant et on le devine là à l'écran, je le vois moi, que on voit juste sous le glaçon effectivement l'eau qui est un peu plus foncée, qui descend vers le fond du glaçon. Oui, il y en a qui voient maintenant. Voilà, et exactement, super. Alors si vous voulez le refaire chez vous, soyez bien attentif à voir ces gouttes de colorant, de l'eau colorée qui vient du glaçon qui tombe au fond de l'eau. Voilà, merci Pania. Alors, on essaie de comprendre ce phénomène. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer pourquoi l'eau colorée, ça descend vers le bas? On a J'aime les sciences qui nous dit parce que l'eau froide est lourde et coule, et plus lourde et coule. On ne dit pas lourde en sciences pour expliquer ça, mais c'est pas très loin. Est-ce que tu peux te corriger un petit peu? Alors, Marco Polo demande si c'est l'eau chaude qui descend. Alors, Marco Polo, ce qu'on vient de voir, c'était
un glaçon qu'on a mis dans l'eau, donc qui était tout en haut de l'eau, qui flotte le glaçon, et on voit de l'eau qui part du glaçon, qui fond du glaçon et qui descend. Alors, est-ce que c'est l'eau chaude qui descend ou c'est plutôt l'eau chaude qui monte et l'eau froide qui descend? Alors, Panthéa il y en a qui ont Rabifour dit nous la dit la densité. densité. Eh bien, exactement. Le mot exact, en fait, l'expression qu'on utilise en science, c'est plutôt la densité que le fait que ça soit plus lourde ou moins lourde. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons une deuxième méthode de transfert de chaleur qui est plus dominante dans les fluides, c'est-à-dire tout ce qui est liquide et gaz. Ça s'appelle la convection. La convection, il s'agit de la différence de la densité de la matière. C'est-à-dire, l'eau qui est plus froide a des molécules qui sont plus attachées, plus serrées, plus compactes par rapport à l'eau chaude qui a des molécules un peu dispersées partout, plus loin l'une à l'autre. Donc, puisque la matière, les molécules sont plus compactes, plus serrées dans l'eau froide, la densité de l'eau froide, elle est plus élevée que la densité de l'eau chaude. Parce que les molécules dans l'eau chaude, ils s'agitent bien, ils se déplacent un peu plus vite et du coup, ils s'occupent moins de l'espace. Donc, l'eau froide qui a la densité plus élevée, elle descend en bas et l'eau chaude, elle monte. Et du coup, là, c'est ce qu'on peut voir un petit peu dans cette expérience, c'est le courant de convection. Alors, est-ce que tu peux nous montrer l'image de convection? Peut-être que ce serait mieux avec une image. Ça, c'est celui-ci. Non. Voilà, ça. Voilà, du coup, dans le verre, l'eau froide, petit à petit, descend et l'eau chaude, elle monte et ça fait un cycle. Ce qu'on appelle en science, c'est un courant de conduction. Convection. Convection, pardon. Et du coup, ce processus continue jusque la température de l'eau chaude et l'eau froide devient une température d'équilibre. Et dans ce cas-là, ce courant, il s'arrête. Et ça marche aussi avec l'air, Pania. Tout à fait. C'est pour ça que je vous ai préparé une très, très belle bougie pour vous expliquer que vous avez déjà... je pense pas que vous avez préparé la bougie, mais c'est pas très grave. Vous connaissez déjà cette expérience. Là, si vous avez une bougie, bien sûr, il y a de l'air autour. Si on touche l'air qui est plus proche de flamme, on sent qu'il est plus froid que l'air qui est un peu plus loin. C'est exactement par le même phénomène de convection, c'est-à-dire les molécules de l'air qui sont plus proches de flamme, ils s'agitent plus, ils montent. C'est pour ça que l'air est plus chaud juste au-dessus de flamme. Et puis, l'air qui est plus froid, il est plutôt vers le bas. Donc, dans tout ce qui est le radiateur et tout ce qui est la source de chaleur, en hiver, on peut avoir le même courant de convection dans l'air. Pour finir, nous avons une troisième méthode de transfert de chaleur que vous venez de dire peut-être tout à l'heure, le rayonnement. Ah non, est-ce que tu peux nous montrer la photo de casserole cette fois-ci? Voilà, celui-ci. Du coup, voilà. Là, dans cette expérience que vous faites chez vous très régulièrement pour faire des repas ou faire de pâtes, par exemple, en fait, on a trois méthodes de transfert de chaleur en même temps. Dans la casserole, par le contact avec la chaleur, on a la conduction thermique, c'est-à-dire les molécules qui s'agitent et ils transfèrent l'agitation aux molécules voisines. Et puis après, par exemple, dans l'eau, on a la convection, exactement le même phénomène qu'on vient de voir avec les glaçons dans l'eau. Et puis, une troisième, le rayonnement. En tout ce qui est la lumière, par exemple la lumière du soleil, nous avons une troisième méthode de transfert de chaleur qui s'appelle le rayonnement, c'est-à-dire tout ce qui est l'onde électromagnétique, ce qu'on peut voir
ou ce qu'on ne peut pas voir. L'onde électromagnétique, la lumière, ça transporte l'énergie. Et cette énergie et le soleil, il y a vraiment très, très, très peu de matière. On peut dire quasiment vide. Mais la lumière, ça se déplace quand même et ça se transporte la chaleur. Et bien, très bien, on a fini avec les 3 méthodes principales de transfert de chaleur. Les 3 méthodes. Je te laisse, Clémentine, 3 méthodes. Oui, et je te laisse continuer pour accueillir. Voilà, pour oui. Exactement. Alors, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. On va passer à notre dernière partie d'animation où on accueille Daniel Bessens, donc, qui est chercheur au laboratoire PMMH de l'ESPCI Paris. On va attendre qu'il mette son micro pour le présenter. Et en fait, il va tout simplement nous parler de son travail et de ce qu'il fait, parce que son travail de recherche est en rapport avec tout ce dont vient tout ce dont Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter un petit peu votre travail et ce en quoi ça consiste, votre travail de recherche? Et nous, on s'intéresse en fait à la condensation, donc, qui est un autre transfert de chaleur que vous n'avez pas expliqué, mais qui est très intéressant et que vous avez vu avec le glaçon. C'est-à-dire qu'on peut transférer de la chaleur ou du froid avec le glaçon, simplement en le faisant fondre. Alors, on s'intéresse à cette condensation avec un appareil que vous voyez, je ne sais pas si tout le monde le voit là. Oui, on voit très bien. Voilà. Alors, c'est une plaque de métal, donc qui est très bonne conductrice, qui est refroidie par un effet Peltier, c'est ce qu'on trouve dans les ordinateurs, hein, qui refroidit les ordinateurs. Et on condense donc l'humidité de l'atmosphère, que l'on recueille dans un petit bécher, je ne sais pas si on le voit bien, et qui est pesé par une balance. Et donc, on s'intéresse à extraire l'humidité de l'atmosphère par ce processus de refroidissement par conduction. Excusez-moi, je peux avoir une question, s'il te plaît, Daniel? C'est-à-dire, tous les fils qui sont attachés aux plaques métalliques, c'est pour faire quoi? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Les fils que l'on voit, ce sont des thermocoupes. Les thermocoupes sont des petits thermomètres qui permettent de mesurer la température de la surface. Et puis, le gros crayon noir qui est au-dessus, c'est un thermohygromètre. Donc, c'est un système qui mesure la température de l'air et son humidité. Très bien. C'est ce qu'on ne pouvait pas faire ici chez nous parce que justement, on n'a pas les matières nécessaires. Parce que pour mesurer bien la température de surface, il faut vraiment avoir le contact et que les fils touchent les objets. Du coup, dans le laboratoire, vous mesurez la température exacte avec les fils comme ça. Tout à fait. Et du coup, continuez. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, dans le chat pour Daniel. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous faites après avec cette condensation? Qu'est-ce que vous essayez de comprendre? C'est une expérience qui se fait en laboratoire et qui permet de déterminer dans quelles conditions on peut récupérer l'humidité de l'atmosphère, donc la vapeur d'eau invisible qui est dans l'atmosphère, pour faire de l'eau potable. Et dans la diapositive suivante, on va vous expliquer comment on récupère la rosée, voilà, c'est ici, sur des grands panneaux dirigés vers le ciel et qui permettent donc de transformer l'humidité de l'air en eau de bonne qualité. Et même à Paris, à Paris, l'eau peut être de bonne qualité quand elle est condensée de cette façon-là. Alors là, le froid nécessaire à la condensation n'est pas apporté par un contact avec un effet Peltier, comme j'ai montré avant, mais de façon radiative. Et là, c'est l'effet contraire du Soleil. Le Soleil envoie de l'énergie sous forme de lumière qui chauffe, mais on a une autre forme d'énergie, ces plaques, ainsi que toute la surface de la Terre d'ailleurs, émettent de l'énergie à son tour pour les rayonner vers l'espace. Donc c'est particulièrement efficace la nuit, mais ça existe la journée aussi. Hein. Donc la Terre envoie aussi de l'énergie dans l'espace et donc se refroidit. Donc on utilise ce refroidissement pour refroidir ces plaques par rapport à l'air et donc pour atteindre ce qu'on appelle le point de rosée quand la vapeur d'eau se condense sous forme liquide. Et on améliore. Oui. On a une question de J'aime les sciences qui demande si on peut boire cette eau.
Alors oui, on peut la boire, mais il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on peut la boire si la surface n'est pas contaminée de façon biologique, par des virus, par des bactéries, etc. Et à moins de prendre des précautions, comme se laver les mains, ou prendre des gants, et bien regarder la propreté des récipients, eh bien, il vaut mieux la stériliser un petit peu avec un produit ou la faire bouillir. Mais sinon, moi, je l'ai bu, beaucoup de gens la boivent, simplement en prenant des précautions, comme les précautions d'hygiène dans une cuisine. Bon, par exemple, ces plaques-là, on les nettoie à l'alcool toutes les semaines, et les récipients aussi. Et dans ces conditions, l'eau, mais il vaut mieux faire attention quand même. Alors, Par contre, ça ne pourrait pas être une méthode principale pour avoir l'eau potable. Voilà. On a une remarque de Collectif Conscience qui nous dit ce qui est intéressant avec un pelletier, c'est qu'il y a un côté qui chauffe et un côté qui refroidit. Tout à fait. Alors, l'effet Peltier, c'est un procédé pour faire ce qu'on appelle un transfert de chaleur, et on utilise un courant électrique. Alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer, parce que c'est un peu l'inverse d'un thermocouple. Un thermocouple, si vous voulez, vous avez deux métaux différents, et il apparaît une différence de potentiel entre ces deux métaux, et cette différence de potentiel permet de mesurer la température. Maintenant, si vous faites le contraire, vous imposez des températures différentes, vous allez pouvoir générer un courant électrique. Voilà le principe du thermocouple. Et là, ce que l'on fait, on envoie du courant dans une sorte de thermocouple, et d'un côté, ça va chauffer, de l'autre côté, ça va refroidir. Donc, c'est grâce à un courant électrique qu'on arrive à créer cette température. C'est grâce à un courant électrique. Alors, je peux aller plus loin, si vous voulez, parce que la conductivité dans les solides s'effectue de façon différente, selon que le solide est conducteur et a des électrons qui sont délocalisés, c'est-à-dire des électrons qui peuvent se propager. Donc, là, on parle de conductivité électrique et plus de conductivité thermique. Ah, thermique, ça marche aussi avec les électrons. Ça va avec. Dans un conducteur électrique, les électrons sont délocalisés et donc peuvent transporter la chaleur à grande distance et très rapidement. Donc, c'est pour ça que les métaux conducteurs comme le cuivre, l'argent, conduisent beaucoup mieux la chaleur que les métaux non conducteurs. Et donc, comme par hasard, excusez-moi, si je ne me trompe pas, comme par hasard, est-ce que c'est vrai que les matières qui sont des bons conducteurs thermiques sont aussi des bons conducteurs électriques et inversement, parce que justement, on vient de parler des électrons. Tout à fait. Donc, ce sont les électrons qui vont propager l'agitation thermique d'un côté à l'autre du métal. Maintenant, pour préciser, les électrons, c'est des petites particules dans la matière, à l'intérieur de la matière, qui peuvent bouger et créer un courant. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on a ce courant. Oui, tout à fait. Oui. Alors maintenant, quand le solide n'est pas conducteur, ce ne sont pas les électrons qui sont mis en question, mais ce sont les vibrations du solide. Donc, un solide, c'est un cristal, et donc le cristal va vibrer, et ces vibrations-là vont transmettre l'agitation thermique. Alors, on associe à ces vibrations aussi une particule qu'on appelle des phonons, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Vous voyez, donc c'est assez intéressant parce qu'à chaque fois, il y a une particule. Pareil pour les radiations, il y a une particule qui va transmettre l'énergie, ça va être le photon. Donc, à chaque fois, on va associer une particule. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Hein. Non, mais c'est déjà très, très bien. C'est parfait. En fait, il y en a qui ont dit il faut faire attention avec coronavirus, bien sûr, pour boire l'eau potable, l'eau qu'on vient de condenser. Oui. Et on a une remarque qui dit que cette technique est la même technologie utilisée dans les glacières de camping électriques qu'on branche sur les allumes-cigares. Ah oui, alors je pense que oui. Si c'est un effet Peltier, oui, c'est la même technologie. De toute façon, pour faire du froid, actuellement, de façon pratique et industrielle, il y a donc ces effets Peltier pour des petites puissances. Sinon, il y a des groupes, alors c'est un peu plus compliqué, on comprime et on décomprime un gaz, et en se décomprimant le gaz, il a moins d'agitation thermique, donc il se refroidit. On nous demande à quelle température on peut monter et descendre avec cet effet. Est-ce que vous savez ? Écoutez, alors c'est une très bonne question.
parce qu'en fait, ces effets Peltier permettent de faire un flux thermique, c'est-à-dire d'évacuer de la chaleur. Et en fait, ils sont d'autant plus efficaces que la température chaude est proche de la température froide. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire de gros différences de température. Et pratiquement, ça devient difficile au-delà de 5, 6, voire 10 degrés. On n'arrive pas à faire des différences de température beaucoup plus importantes. Il y a aussi le fait, alors je vais peut-être rentrer plus en détail, que ce sont donc on envoie un courant dans deux métaux différents, et donc il y a une résistance. Donc on va chauffer aussi en même temps. Donc si on envoie un courant trop fort, on va trop chauffer, et au lieu de refroidir, eh bien, on va chauffer. C'est une histoire d'équilibre en fait. Voilà. Est-ce que je crois que il y a une partie qui est intéressante dans ce que vous faites. Au-delà de ça, c'est d'essayer de comprendre la convection dans le vide, sans gravité. Ouais, c'est ça? c'est ce qui m'a impressionnée parce que moi, je suis en fait, j'adore tout ce qui est la science d'espace et l'astronomie. Et du coup, quand vous m'avez parlé de votre recherche que vous allez nous expliquer, ça m'a vraiment impressionné. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors justement, je ne sais pas si vous avez vu avec le glaçon qui fondait, mais donc l'eau qui était plus dense donc tombait. Et pourquoi elle tombait? Elle tombait à cause de la gravité. Hein. Et s'il n'y a pas de gravité, elle ne va plus tomber. Et donc, c'est un des problèmes dans l'espace, lorsqu'il n'y a plus de gravité, de gérer les fluides, la conduction dans les fluides, parce qu'il n'y a plus de convection, il n'y a plus de gravité, donc il n'y a plus de transfert convectif de la chaleur. Alors, bien sûr, nous sommes intéressés à ce problème-là, et pour cela, on a, donc, vous voyez sur la diapositive, c'est ce qu'on appelle un module dans lequel il y a une cellule, on chauffe, on mesure la température, il y a une caméra pour observer ce qui se passe, et tout ceci se met dans une fusée-sonde. Donc, c'est une fusée qui monte à 250 ou 300 km, aussi haut que la navette spatiale, et qui ensuite redescend en chute libre. Et donc, on a à peu près une vingtaine de minutes, c'est entre 12 et 20 minutes, ça dépend, d'apesanteur, et c'est là où on étudie donc ces transferts de chaleur, notamment, et comment se comportent les fluides. Alors, nous avons aussi une expérience actuellement de la station spatiale, mais je trouve que c'est plus intéressant de regarder ces moyens qui sont un peu plus petits et qui sont plus faciles d'accès. Voilà, voici le genre de fusée. Ça, c'est le module. Donc, ce module est ensuite attaché à un propulseur qui est encore plus gros que ceci, qui est un propulseur à 2 étages et qui l'envoie très très haut, aussi haut que la station orbitale, à 250 km au-dessus de la Terre, et qui redescend ensuite. Ensuite, il y a un parachute qui s'ouvre et puis on récupère ça sur de la neige, quand il y en a, parce qu'actuellement, c'est lancé donc dans le nord de la Suède, à Esrange, c'est un centre spatial européen, c'est près de Kiruna, célèbre pour son acier. Et donc, on lance ça en général au mois de février et le module atterrit sur de la neige. Mais actuellement, il y a 2 mois au mois de neige et les modules sont de plus en plus abîmés à l'atterrissage. C'est-à-dire, sous l'effet de l'impesanteur, si on n'a pas de gravité ou beaucoup moins de gravité, si on mélange l'eau chaude et l'eau froide, on ne va pas avoir la même convection, le courant de convection qu'on peut voir sur la Terre. Et Tout du coup, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là si on mélange l'eau chaude et l'eau froide? Ça va faire comme un solide. Si on met un glaçon dans de l'eau chaude, eh bien, il va se former une couche froide d'eau qui va rester autour du glaçon. Elle ne va pas tomber ni monter, elle va rester autour. Et donc, l'échange thermique va être beaucoup ralenti. Parce qu'au lieu de tomber sur Terre et de se mélanger par convection, eh bien, ça va rester comme dans un solide. Et il n'y aura qu'un transfert par conduction. Alors, on a des remarques. On vous demande déjà si vous aimez votre métier. Et ensuite, on nous dit, ça a l'air amusant comme travail. Ah oui, ça, alors j'adore ce que je fais, vous voyez. Et je travaille même pendant mes vacances. En fait, c'est vraiment très, très intéressant de découvrir des choses nouvelles. Ça vous force à imaginer de nouvelles choses. Ça permet d'essayer de comprendre. C'est comme une enquête policière, vous voyez, c'est pareil.
comme dirait Hercule Poirot, ça fait fonctionner les cellules grises. Eh bien, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Parce que sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. Pania, tu voulais finir? Mais moi, j'ai une dernière question parce que sur la Terre, avec la condition de la gravité de la Terre, on peut avoir le courant marin et aussi le courant de l'air, de tout ce qui est l'atmosphère grâce à la gravité de la Terre. C'est-à-dire, si sur les autres planètes, puisque la gravité, c'est pas pareil, du coup, le courant, si on trouve des liquides ou ceux qui ont des atmosphères, le courant n'est pas du tout pareil. Oui, alors tout à fait. Ça, bien sûr, la valeur de la gravité est importante pour les convections. Hein. Notamment, il y a ce qu'on appelle des convections qui sont à seuil, c'est-à-dire que vous allez chauffer d'un côté, refroidir de l'autre, et il faut une certaine différence de température pour que le fluide se mette en mouvement. Et bien ça, évidemment, il y a des planètes où le fluide va se mettre en mouvement pour cette différence de température, et d'autres où elle ne se mettra pas en mouvement. Donc bien sûr que les effets convectifs vont être différents selon que vous êtes sur Terre, sur la Lune où la gravité est 7 fois moins forte, ou sur Mars où la gravité est 3 fois moins forte. Bien sûr, c'est évident. Eh bien, très bien. Super. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Daniel Bessens. Merci de vous être joint à nous pour cette activité de Confine ta science. On vous donne rendez-vous à tous et toutes la semaine prochaine pour une thématique sur les sciences participatives. Donc, on aura une animation mercredi à 16h30 et une autre vendredi à 16h30. Et on n'est pas tout seul à organiser des animations en live pendant cette période de confinement. Alors, deux choses. D'abord, vous pouvez retrouver plein de ressources de ce qu'on a parlé sur le Padlet qui est en dessous de la vidéo. Donc, vous avez un lien qui va sans doute être mis par Paul et Maxime. Il est juste dessous la vidéo pour trouver de nouvelles ressources et voir des beaux effets de convection, de conduction et comprendre un petit peu plus sur la manière dont on ressent la température. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. On vous l'enverra de toute façon par mail. Et ensuite, on n'est pas tout seul à faire des activités en période de confinement. Il y a un site qui s'appelle Science en Live, qui a un agenda et vous pouvez aller voir toutes les autres propositions qui sont faites par d'autres structures. Si vous avez envie de faire des sciences autrement qu'avec nous, n'hésitez pas. Et pareil, le lien est dessous la vidéo. Donc voilà, on vient de vous mettre le programme de Science en Live. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous dit. C'est tout, Pania, tu veux finir? Eh ben, non, tu as tout dit. Merci encore, Clémentine. Merci, Daniel. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Et merci à Arnaud, Paul et Maxime. Tout à fait. Merci Arnaud, merci Paul, merci Maxime. Au revoir. Au revoir.